Valorisons les individus pour qu'ils retrouvent leur légitimité. Bien, bonsoir, connectons les bonsoir femmes et à les hommes. tous. Merci C'est notre vocation, à mes invités notre à conviction. cette table ronde. Nous Donc on réunissons va parler réseaux des sociaux, enjeux de la franchise donc, dans marketplace, ce et bien contexte plus encore. environnemental Nous créons qui votre est un market peu network. mouvant. Notamment, Nous créons bon, on est dans une vos transformation digitale Soyez accélérée. On a de nouvelles Rejoignez-nous. attentes au niveau des collaborateurs, au niveau des clients, suite à cet épisode Covid. On a également une montée en puissance des mandataires, on a de nouveaux modèles d'intermédiation et tout ça finalement interroge un petit peu la pertinence de vos business models. Donc on va voir si effectivement il faudrait peut-être modifier son ADN ou pas et on va essayer de déterminer quels sont les enjeux de cette transformation. Alors je vais vous présenter, donc vous voyez quelques mots. Ces quelques mots derrière, c'est une analyse lexicale qui a été faite, donc une petite étude qui a été conduite sur 500 personnes, la moitié étant des clients, la moitié étant des professionnels de l'immobilier. Et la question qui a été posée, c'était comment voyez-vous l'agence demain? Alors sans surprise évidemment, le mot le plus gros, c'est celui qui a la plus forte occurrence, la plus forte fréquence, donc on voit bien digitalisation, visite, etc. Et puis on va voir aussi d'autres mots qui apparaissent comme humaine, éco-responsable, service, multiservice, disparu, ubérisé. Et puis le côté innovation, agilité, réactivité. Donc on va réfléchir un petit peu par rapport à ça. Et effectivement, si on regarde le côté proximité, franchisé, disparu, ubérisé, marketplace, physique, on se dit, tiens, peut-être ce point de vente, l'enjeu du point de vente physique, se questionne. Est-ce qu'on a vraiment besoin encore demain de ce point de vente? Et éventuellement, pour quelles raisons et pour quelle finalité? Laurent? Bonsoir. Bizarrement, moi, je mettrais digital en tout petit. J'ai le sentiment que ce qui a vraiment changé les choses dans la relation entre les agences et les clients, c'est que le savoir a changé de camp. Dit autrement, les consommateurs aujourd'hui ont un niveau de compétence et de connaissance qu'ils n'avaient pas il y a 30 ans. Il y a 30 ans, l'agence était un sachant qu'on devait consulter pour avoir un prix, une information juridique, fiscale ou financière. Aujourd'hui, nous sommes des trieurs d'informations. Et plus que jamais, le point de vente physique devient le rendez-vous, on vient se réassurer. On peut dire aussi une chose extrêmement simple, c'est que c'est beaucoup plus facile de se digitaliser que de développer un réseau de 900 points de vente. Et que la plupart des grands acteurs dits digitaux aujourd'hui rêvent de s'appuyer sur ces réseaux physiques pour distribuer différents produits, différents services, parce qu'il faut des points de vente et des points relais. Donc l'agent immobilier, à mon avis, a évolué, il a muté, il a migré, on va dire comme il a envie. Il n'a pas été ubérisé. On n'a vu personne aujourd'hui remettre en cause le modèle, même si certains ont grappillé quelque part de marché. Mais si on regarde dans les chiffres, les points de vente physiques sont générateurs d'un nombre de ventes au moins aussi important que les contacts sur Internet. Donc, ma conviction, c'est que ce n'est pas l'un qui va emporter l'autre, que c'est les deux associés qui font la différence. Et puis que dans cet univers, il y en a plein le salon, il y a plein de gens qui se prennent pour Uber, mais qui ne sont que Uber. Et qui ne sont pas forcément aujourd'hui dans une posture où ils vont balayer d'un revers de main la profession. Et puis si on parle des taxis, il faut observer que G7 a beaucoup progressé depuis qu'Uber est arrivé en France, mais qu'Uber n'a pas tué G7. G7 a progressé. Donc voilà, je pense que digital, c'est en tout petit et que réseau physique, ça va être en gros. Tout à fait. Olivier? Bonsoir à tous. Moi, j'adore cette question puisque chez Nesten, nous avons 430 agences immobilières en France et dans le monde. Et surtout, on ouvre 1 à 2 agences par semaine. Donc, soit on est fou, soit effectivement, on a compris que les points de vente physiques sont un véritable atout et qui sont surtout générateurs de business. On est d'ailleurs chez Nesten le premier réseau, je dirais, avec le plus de multi-franchisés en France. On a quasiment 30% de nos franchisés qui ont plusieurs points de vente. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on ouvre un point de vente, on développe le chiffre d'affaires. Alors, moi, j'aime pas trop mettre en opposition le digital et l'agence immobilière, parce que je suis convaincu que l'agence immobilière a tout son sens demain, mais effectivement avec une utilisation, comme le disait Laurent Vimont, du digital. Le digital n'est qu'un outil. Et d'ailleurs, dans le digital, il faut faire le tri.
Et c'est vrai que chez Nesten, on a essayé énormément de choses, des outils, des startups qu'on a testés sur des points de vente avec des outils qui allaient révolutionner le monde des agents immobiliers et qu'on a très rapidement arrêté. Et puis d'autres qu'on a utilisés, transformés, développés. Et puis le troisième type d'outils, c'est ceux qu'on développe en interne avec nos développeurs. Mais moi, je crois bien évidemment au point de vente puisque les chiffres sont clairs. D'ailleurs, plus on ouvre d'agences, à l'époque, on était, et d'ailleurs, on peut avoir un débat là-dessus sur les agences, les superstructures qui ont des très très grandes zones, des très grands territoires, qui font énormément de chiffre d'affaires, en tout cas selon leur dire. Chez nous, au contraire, on est là on segmente le marché, et plus on segmente, plus on fait de business, plus on fait d'argent. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez tous compris, vous êtes certainement en partie dans l'immobilier dans la salle, l'enjeu, c'est le mandat et l'exclusivité. Et là-dessus, on pourra développer tout à l'heure, mais effectivement, point de vente physique, bien évidemment. Eric. Alors, effectivement, le digital, ça a été dit, le digital est un outil, mais c'est rien d'autre qu'un outil. Je pense qu'il faut se placer du point de vue du consommateur, parce que c'est le consommateur qui a toujours raison in fine. C'est lui qui fait, effectivement, qui confie le mandat et qui permet à la vente de se faire ou pas. Qu'est-ce qu'attend un consommateur? Un consommateur attend du relationnel, il attend la confiance. Quand il donne un mandat à quelqu'un, à un agent immobilier ou à un de ses collaborateurs, c'est parce qu'il a confiance dans ces gens-là. C'est des gens qui connaissent le marché, c'est des gens qui sont sur le terrain, qui ne font pas leur mandat sur un capot de voiture ou ailleurs et qui peuvent délivrer aucun conseil juridique. C'est des gens qui ont une réelle compétence, qui sont présents physiquement avec une vraie agence, qui peut recevoir des vraies personnes. Et là, effectivement, on utilise l'outil digital. Mais il ne faut pas oublier que moi, je ne confierai pas mon bien immobilier à quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Il va me faire une estimation, il va m'expliquer comment il a fait déjà son estimation. Il ne va pas la faire au droit mouillé. Juste comme ça, pour la blague. Il n'y a pas longtemps, j'ai vendu un bien immobilier à titre personnel. J'ai voulu voir des agents immobiliers. J'en ai vu 3. Les estimations allaient de 180 000 à 280 000. Vous imaginez l'écart. Et quand on regarde comment il fait l'estimation, effectivement, ça fait peur. Donc, il faut utiliser les outils digitaux, mais il faut avoir avant tout des gens qui sont compétents, des gens qui sont formés. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais je dirais, c'était pour illustrer la confiance. La confiance doit s'instaurer. La confiance, c'est de l'humain. Donc le digital ne remplacera jamais l'humain. Et ça, il faut bien comprendre ça, parce que ceux qui croient qu'on fait une vente ou qu'on estime un bien avec un algorithme, ils sont complètement à côté de la plaque. Estimer un bien, c'est un travail sérieux. Le travail d'agent immobilier et de négociateur, parce qu'un mandataire, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est quelqu'un de mandaté, mais c'est inconnu. Inconnu au bataillon pour moi, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais c'est des vrais gens, avec un vrai travail, avec une vraie compétence, qui font des vraies ventes et qui font un certain nombre de ventes à l'année et qui peuvent justifier d'une expérience, d'une compétence et d'une réussite. Et ceux-là, je leur fais confiance. Ceux-là, je leur donne le mandat. Voilà. Alors peut-être... Pardon, Laurent. Non, je voulais rajouter quelque chose sur l'attente des consommateurs dans une transaction qui est extrêmement anxiogène. Tout à fait. La vente de son logement, c'est pas l'échange de la pierre contre du papier. C'est quelque chose qui intègre une partie de souvenirs qu'on va laisser de ses enfants, soit en tant que parents, et c'est chargé émotionnellement. Tout à fait, très anxiogène. S'il y a bien un truc qui a montré que le digital n'était pas tout, c'est le confinement. Parce que pendant le confinement, on n'a quasiment pas vendu malgré tous les outils digitaux ou virtuels qui existaient. Donc ce sont des outils qui peuvent assister, accompagner, mais qui ne remplacent pas le regard, l'écoute de quelqu'un dont c'est le métier, qui va aider une personne qui se sépare de son logement, de le faire dans de bonnes conditions, avec un niveau de prix qui permet une transaction. Et avec l'acheteur, on a beaucoup parlé d'IA sur le sujet, dans les chiffres qu'on analyse régulièrement, on observe qu'à peu près 70% des gens achètent un logement différent de la demande initiale. Et que c'est le travail qui est fait avec le conseiller, pas de psychiatre parce que c'est excessif, de psychologue peut-être, qui permet de faire cheminer la personne dans une équation qui est le rêve, le budget, le projet. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé de machines qui permettent de rentrer l'un dans l'autre. Et puis, il faut le dire aussi en forme de conclusion, l'immobilier, c'est mieux quand c'est physique, c'est comme l'amour, quoi. Quand c'est virtuel, c'est moins intéressant. Tout à fait. Alors pour revenir sur la dimension confiance et émotionnelle, effectivement, sur le point de vente physique, c'est le lieu de rencontre. Et puis, le service a quelque chose d'immatériel. Donc il y a une problématique de qualité perçue.
Et effectivement, ce point de vente peut aussi ancrer cette confiance en évaluant finalement l'atmosphère du point de vente, qui est un inducteur, bon, ça a été démontré par les études marketing, de confiance et d'assurance. Au-delà même, effectivement, que la rencontre permet l'accompagnement émotionnel. Effectivement, on ne va pas signer son mandat sur un capot de voiture, etc. Alors, la question que je me posais, c'était justement le fait que la franchise pouvait être un modèle résilient. Au-delà de la digitalisation, bon, on en a discuté. Là, vous avez une représentation donc, des agents indépendants et des agents franchisés sur 2 mains. Ce qui m'a interpellée, c'est de voir que finalement, dans la représentation des agents indépendants, on avait des mots qui apparaissaient souvent comme disparus, ubérisés, franchisés, ce n'était pas le cas dans les agents franchisés. Peut-être qu'effectivement, il y avait une mise en danger pendant cette période, où, à cause de cette transformation digitale, beaucoup plus forte, ou en tout cas ressentie comme plus forte chez les agents indépendants, enfin indépendants. Vous êtes tous des indépendants, même franchisés, mais en tout cas n'appartenant pas à un réseau. Et effectivement, je me dis, en quoi finalement la franchise, vos modèles, permet de mieux résister aux transformations qui sont à l'œuvre? La franchise, déjà, c'est la mise en commun de connaissances pour tout le monde. Et le réseau doit avoir 34 ans dans quelques jours. J'ai renouvelé un contrat d'un patron qui renouvelait pour la 4e fois, donc ça fait plus de 20 ans. Et j'ai demandé pourquoi tu re-signes, tu sais tout mieux que moi dans le système. Et donc, à part l'image du réseau, pourquoi tu en parraines? Parce que quand mon père a signé en 87, je le voyais le soir en train de rédiger des tracts sur le bord de la table de la salle à manger, se poser des questions quand ça allait pas, et il était seul. Et aujourd'hui, en tant que franchisé, je ne suis plus seul. Je partage mes succès, mes victoires, mais également mes échecs, sans être jugé. Et j'ai accès à des gens qui font le même métier que le mien, qui mettent en commun leurs succès, leurs échecs, et le fait de ne plus être seul a changé ma vie. Et la franchise, c'est cette capacité à s'appuyer sur 3 grands leviers. Le premier, c'est une image nationale. Le deuxième, c'est un savoir-faire formalisé. Et le troisième, c'est une équipe de soutien. On n'est plus seul. Et la mise en commun de ce qui fonctionne, et pas si on devait passer en revue dans les agents dites isolés le nombre de fois elles ont fait les mêmes bêtises, on y passerait la nuit. Dans la franchise, on sait ce qui ne fonctionne pas et on sait ce qui fonctionne. Et donc, on peut partager les choses. Je prends un truc tout bête. On a une agence qui, un jour, invente le principe de la collecte des jouets et qui, pour se démarquer de ses consoeurs et confrères, décide un jour de faire des collectes de jouets pour enfants défavorisés. Ce n'est pas le franchiseur qui l'a inventé, c'est le franchisé. On a remonté l'idée, on l'a marketé, mise en forme et redistribué au réseau. Et le réseau s'est emparé de l'idée. Donc, l'idée, c'est vraiment la mise en commun de choses qui fonctionnent et puis le fait de ne plus être tout seul. Et le franchiseur, lui, il n'a pas les mains dans le cambouis, il a cette capacité à pouvoir anticiper, voir un peu loin, il a la tête qui est libre de l'activité commerciale pure et dure, et il peut prévoir l'avenir. Olivier. Alors, bien évidemment, je partage et je ne vais pas répéter ce qu'a dit Laurent. Aujourd'hui, les agents immobiliers ont un véritable enjeu, c'est le recrutement. Il est très dur de recruter, c'est très compliqué. Et j'ai la chance, au-delà d'être président du groupe Nesten, d'être administrateur à la Fédération française de la franchise. Et en qualité d'administrateur, je côtoie des franchises diverses et variées, Yves Rocher, dans d'autres secteurs d'activité. Et ils ont tous la même problématique du recrutement. Et je leur dis, quand vous rentrez, par exemple, un nouvel opticien, pourquoi il vous rejoint alors qu'il existe depuis 30 ans ou 40 ans de père en fils? Il dit tout simplement pour se regrouper, pour la communication et pour le recrutement. Parce que le recrutement, c'est un des points fondamentaux, et si je reviens à l'immobilier, dans notre métier. Et on a toujours plus envie de travailler pour une marque qui a des outils, qui va me permettre de mieux gagner ma vie, que de travailler pour un indépendant. C'est la raison pour laquelle, en tout cas chez Nesten, on distribue plus de 45 000 CV tous les ans à nos franchisés. Donc ça, c'est un point qu'ils adorent parce que effectivement, monter une équipe, c'est pas simple. Trouver des bons collaborateurs, c'est pas simple. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est la relation humaine. Quand vous êtes dans une franchise, par exemple chez Nesten, vous n'êtes plus seul. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez à des réunions de partage d'expérience, vous allez à des réunions régionales, vous allez à des conventions, vous allez à des congrès. Vos conseillers sont félicités par la franchise, donc ils ont envie de rester dans la franchise. On a un club performance avec toutes les meilleures idées de nos meilleures agences qui remontent. Bref, vous êtes constamment en connexion avec les autres franchisés de l'autre bout de la France
qui vous permet de générer du business. Et puis très concrètement, parce qu'il faut parler concret, tous les agents immobiliers indépendants qui nous rejoignent, en tout cas chez Nesten, ont tous augmenté leur chiffre d'affaires. D'ailleurs, pendant le Covid, cette période qui a été quand même un peu complexe pour tout le monde, nous n'avons eu aucune fermeture. Et c'est vrai que la franchise, alors la franchise n'est pas non plus le Superman, le super-héros qui va sauver le franchisé qui ne travaille pas, etc. Mais la franchise permet effectivement de passer à un autre cap de son agence immobilière. Vous voyez, il y a un an, on a intégré une agence immobilière qui faisait 600 000 € de chiffre d'affaires indépendante. Voilà, ça fait un an, il a 800 000. Donc il a pris 200 000. Il y avait quelques leviers à basculer. Ils n'étaient pas énormes, mais ils étaient pour nous fondamentaux. Et il a décuplé son marché. Voilà. Donc ça fait partie des points essentiels, à mon sens, de la franchise. Et puis, dernier point, c'est de se sentir bien dans un groupe. C'est-à-dire que quand vous rentrez en franchise, c'est vrai que souvent, la crainte qu'ont les indépendants qui nous rejoignent dans les premiers rendez-vous avec nos développeurs, c'est de dire oui, mais je suis indépendant, moi j'aime être autonome, prendre mes décisions, je ne veux pas qu'on m'impose quoi que ce soit. Et on lui confirme qu'il sera bien indépendant, que tous les jours, il aura sa propre politique commerciale vis-à-vis de ses salariés, de ses équipes. Il aura juste un service à valeur ajoutée, à forte valeur ajoutée de la franchise qui va tout faire pour qu'il fasse plus de chiffre d'affaires et qu'il soit plus épanoui. Peut-être on va avancer. Eric s'exprimera sur l'expérience, l'enjeu de l'expérience. On a compris dans votre vision, le point de vente physique était important, le côté humain, l'accompagnement justement émotionnel. Donc de quelle expérience on peut parler? Alors là, je vois les mots qui reviennent, c'est déjà humaine, donc c'est exactement ce que vous avez fait ressortir à travers vos interventions. Mais il y a d'autres éléments comme conviviale, chaleureuse, accueillante, simplicité, moderne, confortable, cosy, expérience client. Qu'est-ce que ça vous évoque et qu'est-ce que vous allez proposer à vos clients à l'avenir? Rien, on propose déjà ça, parce que humaine, c'est en gros, je suppose que les personnes que vous avez interrogées l'ont mis en premier. Oui, donc, parce qu'une fois qu'on a dit humaine, on a quasiment tout dit. L'humain, c'est la relation, c'est l'empathie, c'est la préoccupation de l'autre d'une manière générale, parce qu'on est des êtres humains, et puis parce qu'en plus, c'est notre intérêt. Parce que c'est vrai que moi, je ne confie pas un mandat à quelqu'un que je n'ai pas confiance. Donc, c'est au centre de tout. Alors, effectivement, l'expérience, quand on arrive, soit on est créateur, repreneur, et on ne connaît pas du tout le métier. Et là, la franchise, c'est formidable parce que ça vous donne un savoir-faire qui vous permet de bénéficier de toute l'expérience qui a déjà été accumulée pendant des années. Alors, ERA est un réseau mondial. On est présent dans plus de 40 pays dans le monde. En France, avec plus de 464 agences ouvertes ou en cours d'ouverture. Donc, effectivement, on a cette expérience. On est aussi certifié Bureau Veritas. Donc, on a toute cette expérience qui a été bien confirmée, bien reconnue par la profession. Donc, c'est important de bénéficier de cette expérience pour quelqu'un qui est créateur-repreneur. Et quelqu'un qui nous rejoint va aussi profiter de tout ça. Parce que tout seul, on ne peut pas tout savoir, tout simplement. C'est tout à fait normal. Et ce qui a été dit sur les échanges, ils sont effectivement permanents. Parce qu'il y a ce que le franchiseur donne et il y a ce que le franchisé peut aller chercher. Et nous, on engage évidemment énormément les franchisés à parler entre eux, à aller les uns chez les autres, ce qui est quasiment tout le temps le cas d'ailleurs, puisque les gens, ils vont même se promener dans différentes agences pour voir comment tu fais, parce que chacun a un marché différent, chacun a une personnalité différente, et tout ça, c'est très enrichissant. Donc c'est vraiment une source très importante d'expérience. Donc la franchise, à ce niveau-là, est vraiment un accélérateur de compétences à tous les niveaux. Alors je vais justement, Laurent, je vais vous donner la parole parce que je sais que vous étiez sensible là-dessus. Pour moi, derrière le côté accueillant, convivial, chaleureux, il y a une démarche aussi d'esprit de service et de considération du client. Et je sais que vous êtes sensible là-dessus, si vous pouviez vous exprimer. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on part dans la profession de très très loin, en termes d'accueil, de service et même de communication. Si déjà chaque agence française s'engageait à accueillir ses clients en offrant un verre d'eau et un café, on ferait un grand pas en avant. Tout à fait. Deuxièmement, si chaque agence s'engageait à informer un client qui a confié un mandat à l'agence régulièrement, sans attendre qu'il appelle au bout de 15 jours, 3 semaines, parce qu'il n'a pas eu de nouvelles. Tout à fait. Et je dis que les chercheurs en marketing soutiennent que rechercher l'excellence dans l'expérience conduit à perdre de l'argent. C'est vrai si on dépense de l'argent bêtement. Nous, on a trouvé un truc que je livrerai aux consoeurs et confrères qui sont dans la salle. C'est le paquet de fraises Tagada. Ça vaut à peu près 50 centimes d'euros et la bouteille d'eau. Eh bien, imaginez-vous qu'on a révolutionné la relation client
en offrant à chaque locataire, plutôt étudiant, qui rentre dans son appartement, un paquet de fraises tagada et une bouteille d'eau. C'est un effet waouh. Donc, chercher à améliorer l'expérience, c'est pas se faire des nœuds au cerveau en se demandant par quel système on va réussir à changer la vie. Tout à fait. Avec les acquéreurs, c'est un mot manuscrit. Un mot manuscrit dans lequel il y a écrit « Bienvenue chez vous, on a été ravis d'accompagner, voilà mon numéro de téléphone portable en cas de problème ». Vous vous rendez compte du niveau d'investissement financier qu'il a fallu faire pour arriver à faire ça. Et bien bizarrement, ça fait l'effet waouh. Parce que dans notre métier, si on est honnête, on part de très loin et on est super mauvais. Alors que globalement, l'expérience client, aujourd'hui, elle est globale. Les gens comparent le service Amazon et le service immobilier. Ils ont plus segmenté les métiers entre eux. Ils ne comparent plus uniquement les gens de l'immobilier entre eux et les gens du service entre eux. Ils ont une expérience qu'ils ont un jour en automobile, un jour Amazon et un jour en immobilier. Et donc, si on n'est pas capable de s'inspirer des expériences clients des autres activités, on va dans le mur directement. Et ce que je maintiens, c'est que ce n'est pas la peine de se faire des nœuds au cerveau, de me demander à des chercheurs en marketing ce qu'il faut faire. Il faut faire des choses basiques, en commençant par réapprendre aux conseillers à dire « bonjour madame, bonjour monsieur » en 2 syllabes et pas « salut, wesh » ou j'en passe. Parce que la relation client, ça commence par ça. Ça commence par votre capacité, avec une poignée de main, un bonjour engageant et un regard direct, à donner envie à l'autre de vous écouter. C'est ça qui va créer le début de ce fil ténu qu'on appelle la confiance. Et encore une fois, dépensez pas des millions d'euros avec des chercheurs. Ils cherchent et ils ne trouvent pas souvent. Demandez-vous en tant que consommateur ce qui vous a touché à l'hôtel, quand vous avez acheté votre voiture, quand... Il y a plein d'exemples. La petite corbeille de fleurs ou de fruits. Qu'est-ce qu'il y a de plus chiant quand on déménage ou quand on emménage? C'est la poussière. Bah, si dans le frigidaire, vous avez mis 2 bouteilles d'eau, une plate, une gazeuse et une petite corbeille de fruits qui a coûté 25 balles, vous avez changé la vie des gens. Oui, tout à fait, c'est l'attention portée. C'est des histoires d'attention, de réciprocité d'attention. D'accord. Olivier, je sais que Nesten est très engagé sur l'expérience, notamment on va parler un petit peu d'essence. On sait qu'il y a un impact justement sur l'environnement sensoriel et les émotions, donc peut-être oui, s'exprimer là-dessus. Oui, bon, encore une fois, on en pense des portes ouvertes, mais le client a besoin qu'on lui divulgue certaines valeurs, un certain service, une certaine qualité de service. On a refusé récemment un franchisé, un indépendant qui faisait du low cost. Il était globalement à 2% de commission. Il a voulu rentrer chez Nesten. Alors je lui dis, expliquez-moi d'abord pourquoi vous faites du low cost et qu'est-ce que ça vous apporte. Donc il m'explique, et puis finalement il se perd dans ses explications et je lui dis que chez nous, je lui explique que chez nous ça ne sera pas possible. Parce que chez nous on veut des agents immobiliers qui gagnent leur vie, qui aient une belle prestation de service et qui puissent apporter une expérience client inoubliable. Et finalement, on n'a pas fait affaire, il n'est pas rentré parce qu'il était arc-bouté là-dessus. Je crois véritablement que l'enjeu de l'agence de demain, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais c'est d'apporter beaucoup de services, c'est d'apporter une expérience client chez Nesten. Pour donner un chiffre, alors déjà on a 99% de nos franchisés qui renouvellent. Déjà, on essaye de créer une belle expérience client pour nos franchisés, pour les agents immobiliers qui sont chez nous. Et on a plus de 92% des clients au niveau national, je vous parle de plus de 30 000 avis clients, certifiés bien évidemment, qui recommandent de passer par une agence Nesten. Et nous, tout notre enjeu, c'est d'augmenter ce chiffre. C'est d'augmenter ce chiffre. Et on se creuse la tête, on met des choses en place. Bien évidemment, on signe l'ensemble de nos compromis en signature électronique. On veut que le client soit satisfait immédiatement. Voilà. On veut que le client ne se pose pas de questions. Le client a envie d'un service tout compris, en tout cas ceux qui viennent chez Nesten. Les clients qui cherchent du low cost iront ailleurs et ça ne nous pose pas de soucis. Mais les clients qui cherchent vraiment du service viennent voir les franchises, telles que les franchises sérieuses que vous avez en face de vous, et cherchent une véritable expérience. Nous, on va même jusqu'à donner un certificat numérique qui permet de dire au client, voilà, dans cet appartement au 5e étage exposé nord, ça ne va pas capter avec votre box Orange. Par contre, vous allez pouvoir prendre une box SFR. Voilà, ça c'est du service client.
on va jusqu'à aider le client avec effectivement notre service de conciergerie pour son déménagement, pour ses résiliations, pour ses abonnements, parce qu'il n'a pas envie de se casser la tête. Donc on va jusqu'à là et c'est vraiment cette expérience client, c'est-à-dire faciliter la vie de nos clients et qu'ils rencontrent le moins de problématiques possibles dans leur acquisition, dans leur mise à bail ou dans leur location pour qu'ils pensent du bien de la franchise. Là, oui, effectivement, là, ce côté zéro effort, en fait, on confie vraiment ce côté simplicité, facilité, accompagnement, et c'est effectivement ça, peut-être la véritable expérience. Le zéro effort. Le zéro client vient nous voir, en tout cas quand il vient chez Nesten, un bailleur qui vient nous voir, il nous confie les clés, il veut plus en entendre parler. Il veut que tout se passe bien. Un vendeur, quand il vient nous voir, on lui fait une estimation qui fait plus de 15 pages, qui est une véritable estimation. Eric Alouche de chez ERA en parlait. C'est une vraie estimation. Le prix, c'est vraiment le prix de son quartier, de sa rue, de son étage. Donc le client a besoin d'être sécurisé. Il a besoin d'un vrai professionnel en face de lui qui connaît extrêmement bien le marché, qui le sécurise, et qu'il aille jusqu'au bout de la vente et qu'il n'y ait aucun problème sur cette vente. Voilà ce qu'ils recherchent. Une prise en charge. D'autres mots qui ressortent, service, multiservice, vous avez commencé déjà à en parler, Olivier. Les attentes aussi des clients ont changé. Alors, le sur-mesure, le on-demand, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La personnalisation, alors c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif parce que quand on est dans une relation d'achat ou de vente, on est déjà sur de l'interaction personnalisée. Alors c'était assez interpellant ce mot-là. Comment on peut satisfaire justement ce multiservice? Est-ce que au-delà des partenariats que vous pourriez développer pour avoir un panel plus grand, est-ce que finalement la taille de l'agence ne devrait pas grossir, intégrer des partenaires? Comment vous voyez plus tard en fait cette agence? Alors, il faut se mettre à la place, encore une fois, du consommateur. Chaque consommateur a des besoins particuliers. Déjà, il faut l'écouter. Déjà, il faut passer du temps avec lui. Il faut faire une vraie découverte du consommateur, savoir quelles sont ses attentes. Et ensuite, effectivement, il faut les satisfaire. Et chaque cas est un cas particulier. Donc, vous voyez, c'est ça qui est important. Et c'est là où, effectivement, on arrive aux limites du digital. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter à la personne que vous avez en face. Et il faut lui proposer, évidemment, parce que les gens n'ont pas forcément conscience d'un certain nombre d'outils aujourd'hui qui sont disponibles, les outils dont dispose l'agence, de manière à trouver la solution pour qu'ils vendent son bien, puisque c'est ce qu'ils nous demandent. Vous voyez, voilà. Oui, effectivement. On peut dire, une intelligence artificielle ne va pas forcément être créative et inventive pour pouvoir avoir le fit qui va correspondre. Il faut quelque part Absolument. Une intelligence humaine qui va comprendre aussi les émotions de façon plus transversale. Laurent, si vous voulez vous exprimer. Moi, je ne suis pas un fan du multiservice. Dès l'instant, le métier de base, il n'est pas bien fait. Okay. C'est un pansement sur une jambe de bois. Ce qui est important, c'est de revenir aux basiques de la profession et à l'exercice du métier de vendeur avec un mandat et avec un acheteur. Tant que ça ne sera pas bien fait correctement et que les accueils clients ne seront pas réussis, la base. On pourra s'amuser à sortir des poches du financement, de l'assurance, de tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. En revanche, sur ce que vous évoquez sur l'IA, il y a un vrai sujet de maîtrise des données et de l'avenir. C'est-à-dire que où notre avenir nous appartient parce qu'on est capable de gérer ces données entre nous, ou il nous échappe, et je ne vais pas citer les marques, mais des marques présentes dans ce salon vont s'en emparer parce que la profession les alimente, et demain, il y aura la mise en place d'un marketing prédictif. On est aujourd'hui capable, sur une agence qui a 25 ans d'expérience sur un secteur, de détecter les gens à l'adresse près qui vendront dans l'année. On sait faire ça. Ça pose un problème derrière d'éthique et d'approche de ses clients. Et donc le marketing prédictif grâce à l'IA, c'est plus une vue de l'esprit, ça existe. Et donc l'enjeu de la profession dans son avenir est d'être capable de passer par exemple par Bien Ici, qui est un site de la profession, par le fichier Amepi, pour agglomérer ces données qui ne valent rien quand elles sont à une agence seule. 20 ventes ou 50 ventes par an sur 10 ans ne permettent pas d'avoir un algorithme qui vous donne, dans l'année qui va venir, les gens qui vendront. En revanche, l'agglomération de plusieurs milliers de données
de plusieurs milliers d'agences permet de faire des modèles extrêmement fiables qui permettent d'identifier ceux qui vendront. Et donc, l'enjeu, et la franchise en est un acteur majeur, c'est de préserver ces données pour qu'elles servent uniquement à la profession et à personne d'autre, et que demain, cette profession ne soit pas dépendante d'acteurs qui imposent de nouvelles règles du jeu. Il y a un exemple tout simple, Zillow aux États-Unis, qui a imposé à la profession, à une époque, la vente des contacts, et puis comme ça ne rapportait pas assez d'argent, ben, ils les ont loués, les contacts. Et donc on vous attribuait un contact pendant 24 heures, qui était en location, et s'il n'était pas traité au bout de 24 heures, on louait un confrère. Et c'était comme ça et pas autrement. Et ils ont pris un tel poids que la profession n'a pas forcément pu répondre. Donc, s'il y a dans la salle des gens qui font ce métier, ce que je crois, il faut bien s'interroger sur vos données, à qui vous les remontez et ce qu'ils vont en faire, parce qu'un jour, et c'est déjà le cas chez certains, ils vous revendront les données que vous avez apportées. Et pour moi, le principal enjeu de notre avenir, il est là. Mais on ne s'en rend pas compte quand c'est une agence seule, parce que, encore une fois, on dit, mais mes données, elles ne valent pas grand-chose. C'est vrai. Méfiez-vous des gens à qui vous les confiez. Et sur le sujet que vous évoquez, le multiservice, moi, encore une fois, je pense qu'avant de devenir marchand de voitures, et on propose le crédit d'assurance, il va se passer un peu de temps. Ça arrivera sûrement un jour, mais revenons au métier de base, qui est un métier de proximité, un métier de service. Ça, d'accord, mais alors du coup, on pourrait penser le multiservice, justement, non pas à le faire soi-même, mais à coordonner un ensemble de partenaires. Vous avez les courtiers en financement, les courtiers en assurance, les courtiers en tout maintenant, donc trouvez-vous des courtiers. Oui, alors ça peut être des courtiers, ou ça peut être finalement une agence qui serait plus grande, multiservice. Olivier ? Oui, il y en a qui ont essayé. Il y en a qui ont essayé. Ça n'a pas marché. Oui, alors je partage ce que dit Laurent. Bon, après, pour répondre à la question, parce que je crois que c'était l'issue, par exemple, chez Nesten, si vous allez à l'agence Nesten de Vitrolles, ben, on pourra vous aider pour la transaction, la location, la gestion. Si vous avez besoin de faire une expertise pour passer au tribunal, ben, ils sont aussi experts voilà, en valeur vénale. Donc, on essaye quand même de bien former l'ensemble de nos franchisés à des métiers, mais qui sont des métiers spécifiques. Donc, il faut un agent immobilier ne peut pas tout faire. Donc, on recrute. Il y a des recrutements spécifiques pour la gestion, pour l'expertise, etc., etc. Et puis après, pour d'autres types de métiers, on passe par des accords, mais on ne le fait pas nous-mêmes parce que ce que l'on fait nous-mêmes, on souhaite le maîtriser dans la franchise et on a tous des belles marques et effectivement, on souhaite que nos franchisés maîtrisent à fond ce qu'ils font. Donc, ce que l'on ne fait pas, ce qui ne dépend pas de notre métier, effectivement, on ne le fait pas. Voilà. Mais ce qu'on fait, on le fait très bien. Alors, un autre enjeu, c'est peut-être celui de la marque. Aujourd'hui, les clients sont en quête d'utilité sociale, d'engagement. Donc, peut-être les valeurs de la marque. Alors, les mots qui reviennent, éco-responsable, confiance, sécurité, transparence. J'aimerais savoir, voilà, à l'avenir, en tout cas, vous avez déjà vos missions, vos valeurs, mais est-ce qu'il y a un engagement encore plus sur ces thématiques-là et comment vous allez vous transformer, comment vous allez incarner finalement ces attentes finalement de la part... Il y a un engagement de la marque. C'est sûr que la marque est le symbole, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui permet de différencier. La marque doit suivre ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire que le vecteur de tout ça, encore une fois, c'est l'humain. Alors effectivement, l'éco-responsable, c'est à la mode, tout le monde en parle, etc. On est tous, je pense, éco-responsables, on veut tous qu'il n'y ait pas de pollution, on veut tous la même chose. Bon. Alors une fois qu'on a dit tout ça, on n'est pas dans l'immobilier, dans un domaine où on fait du technique extrêmement poussé. Vous savez, on peut être éco-responsable aussi en ayant une attitude d'éthique, une attitude de confiance, encore une fois. Mais tout ça, c'est de l'humain, c'est toujours la même chose. On tourne autour finalement depuis tout à l'heure, c'est toujours la même chose. Donc, si vous voulez, il faut être responsable, je dirais, vis-à-vis de ses clients. Il faut être honnête, il faut confiance, sécurité, transparence. Vous voyez, éco-responsable, c'est un terme à la mode, je dirais, où il y a de l'éco un peu partout aujourd'hui, on met du vert un peu partout, ce qui est très bien, hein, c'est formidable le vert. Mais les gens veulent qu'on vende leurs biens immobiliers au meilleur prix, vous voyez. Et ça, c'est la réalité du quotidien. Donc il faut leur expliquer surtout comment on arrive à ça, comment ils peuvent nous faire confiance. Et vous voyez, on est encore une fois, dans l'éthique, dans l'humain. Donc éco-responsable, oui, mais je dirais pas que. Laurent. Ce qui est super important, c'est de ne pas devenir une marque ringarde. Ou une marque qui disparaît parce qu'elle n'a pas vu les tournants comme... moi, j'ai une obsession, c'est de ne pas devenir Kodak, par exemple, ou Virgin.
une marque oublie que le monde change et qu'il faut s'adapter à ce changement, et que le changement, malheureusement, c'est un truc inévitable. Et quand je dis une marque par un garde, c'est cette capacité à moderniser un logo, une vitrine, un intérieur d'agence, mais pas que. Il y a un élément essentiel qu'il faut remettre régulièrement sur le tapis dans les réunions internes, c'est quoi ma substance de marque? À quoi je sers et pourquoi j'ai été créé? Un exemple, Darty. Darty, c'est la confiance. Darty, ils savent le matin quand ils se lèvent pourquoi ils travaillent, c'est la confiance. Donc on s'est posé la question, on se la pose souvent, tous les 4 ou 5 ans, on s'impose l'exercice avec des spécialistes du sujet. Alors on appelle ça maintenant la raison d'être, c'est le nouveau mot à la mode, la raison d'être. Pour moi, c'est la substance de marque, c'est pourquoi cette marque a été créée et pour servir à quoi. Et le réseau, par exemple, c'est la connaissance gagnante. On a choisi de former nos collaborateurs pour qu'ils puissent servir leurs clients correctement. Donc cette substance de marque, elle est fondamentale. Et ensuite, elle donne une direction dans la communication et dans les animations que vous faites dans le réseau. Et sans substance de marque, sans raison d'être, la marque se meurt. Donc, il y a un double enjeu, à la fois de ne pas devenir ringard parce que votre logo, il a mal vieilli. Il y a un logo marrant, c'est le logo de Porsche. Regardez le logo de Porsche il y a 50 ans et celui de maintenant. C'est le même et c'est plus le même. La 911, pour les fans de voitures, c'est la même et c'est plus la même. Et donc, cette capacité par petites touches à faire évoluer votre logo et votre raison d'être en restant connecté à ce que vous pensez être votre service initial et d'origine. Pourquoi cette marque, elle a été conçue? Quand on sait ça, la route, c'est clair. Toujours de la cohérence. Olivier? Vous savez, on a signé des clients, il y a des agences Nesten à Nouméa, à Miami, à l'île Maurice, au Portugal. Et à chaque fois, on leur demande pourquoi vous nous rejoignez chez Nesten. Alors, ils disent plein de choses intéressantes et qui est Nesten. Mais surtout, ils reviennent sur la marque. La marque et ses valeurs et un peu son âme. Parce que quand on pense à une marque, on pense tout de suite à quelque chose d'impalpable. On se dit, tiens, telle marque, c'est ça, en fait. Et en réalité, chez Nesten, on a été plus loin. On a créé un manifesto qui explique qui est Nesten, qui se retrouve, et si demain vous nous rejoignez, on vous demandera de le mettre, qui sont nos valeurs, qu'on met à l'entrée de l'agence immobilière et qui explique qui est Nesten, quelle est notre âme. C'est important. Et puis, c'est après la marque, c'est des décisions et au-delà du look, etc., qui est fondamental, bien sûr, mais c'est les valeurs. Par exemple, nous, on a créé Nestem. C'est pas Nesten, c'est Nestem, comme le mot amour. Et c'est une opération qu'on fait une fois par an pour aider des personnes en difficulté. Il y a un an, on a aidé les Restaurants du Cœur. Toutes les agences, le même jour, se sont mis avec des caddies dans les supermarchés, devant tous les magasins, pour récolter de la nourriture. On a formé tout le réseau. Tout le réseau était fermé. Tout le monde était dans les rues pour aider les Restos du Cœur. Cette année, on soutient des 2 enfants qui ont des très graves maladies, qui ne peuvent pas être soignés parce qu'il n'y a pas l'argent pour la recherche pour ce type de maladie. Nesten, on investit pour eux. Voilà, et vous voyez, on fait très peu de publicité là-dessus parce que ça fait partie de nos valeurs. C'est pas de la pub, c'est vraiment avoir une cause. Et je pense qu'une marque, au-delà de son design, etc., doit avoir une âme. Voilà. Et en tout cas, chez Nesten, on accorde beaucoup d'attention à ça. Et on souhaite vraiment que les agents immobiliers qui nous rejoignent partagent cette vision du métier de l'immobilier. C'est pas que de l'argent. Bien sûr, on en fait, et parce qu'on fait du bon travail, on en fait un petit peu, voire beaucoup, mais c'est surtout d'avoir une position et d'aider notre marque à maintenir ce positionnement, qui est un positionnement qui doit être positif pour les particuliers, et puis parce qu'on aime notre marque. Donc effectivement, c'est au-delà d'un marketing, c'est aussi une âme qu'on doit développer et cultiver. Vraiment des valeurs. D'autres mots qui apparaissent, innovante, agilité, professionnel, accompagnement, expertise, conseil, on voit bien l'enjeu de la valeur et l'enjeu peut-être de la formation. Pourquoi elle est critique déjà, cette formation? Et puis, pour certains en tout cas, alors je pense que c'est peut-être pas le cas des franchiseurs, mais comment attirer, fidéliser finalement les bons profils? Peut-être que là aussi, la formation, elle est importante. Donc, ou peut-être Eric, oui. La formation, effectivement, elle est fondamentale. Parce que le monde évolue en permanence. Donc il faut s'adapter au monde qui change. On l'a dit, on l'a vu.
notamment avec cette période de confinement où toutes les formations chez ERA étaient faites en distanciel. Donc toutes les formations chez ERA peuvent être faites en distanciel. Et donc c'est bien de s'adapter. La formation doit être permanente. Donc chez ERA, effectivement, elle est permanente, elle est partout, puisqu'on a des centres de formation en région, pour les gens qui sont recrutés en région. Le recrutement est local. On a aussi des consultants qui habitent en région, de manière à être à proximité des agences pour pouvoir justement les former. Donc la formation, c'est quelque chose effectivement de constant. On a la certification Calliope, la nouvelle, qui est en cours là, et on devra recevoir de manière imminente le document, qui nous permet de former tous nos collaborateurs d'être centres de formation. On a notre école de formation, en partenariat effectivement avec des organismes différents qui nous permettent justement de délivrer cette formation et qui permettent d'obtenir d'ailleurs des titres pour obtenir la carte professionnelle d'agent immobilier, puisqu'il y a des gens qui ont une grande expérience, mais qui n'ont pas forcément le titre qui leur permet d'accéder à la profession. Donc avec ce dispositif, les gens peuvent obtenir leur titre entre un mois, et je dirais, et un an. Donc vous voyez, la formation est absolument constante. Laurent. Mais sur la formation, l'immobilier, c'est un métier, on arrive par hasard, on reste par passion, mais si on n'est pas formé, on dégage. On a un législateur qui est extrêmement créatif et qui en permanence complexifie l'exercice du métier. Ce qui est une bonne nouvelle, ça complexifie aussi pour les particuliers. La formation, c'est peut-être ce qu'une agence au minimum doit à quelqu'un qui a choisi de la rejoindre. Le manager parfois oublie que quand il choisit un collaborateur, c'est réciproque et que ce collaborateur, en échange, il attend d'être formé. Et il y a de trop nombreux patrons d'agences qui considèrent que une formation, c'est quelque chose qu'on donne rapidement parce que ce métier, on est doué ou pas. Moi, j'ai une position inverse. Je considère que ce métier est extrêmement compliqué à exercer correctement et que, par exemple, aller négocier un prix, rentrer un mandat ou aller prospecter, c'est pas un truc qui tombe du ciel. Et quand on l'a mal fait une fois, comme beaucoup de choses dans la vie, on n'a pas envie de le refaire. Et que malheureusement, tout s'effondre derrière. Donc, la formation, elle va être d'abord commerciale. Et dans le commercial, vous avez tout ce qui est comportemental, parce que réapprendre à dire bonjour, savoir gérer le questionnement, montrer qu'on s'intéresse à l'autre, et puis ensuite l'amener dans un chemin qu'on ne peut utiliser que si on maîtrise des techniques commerciales, et la vente est un vrai métier, et ensuite des compétences qui sont juridiques, fiscales et financières. J'ai dit tout à l'heure qu'effectivement, le savoir a changé de camp. Et donc, si vous avez des consommateurs qui sont mieux formés et des collaborateurs qui le sont moins, vous avez le syndrome doctissimo avec le client qui arrive et qui dit « Docteur, j'ai un cancer ici », et le médecin qui ne sait pas répondre parce qu'il n'a pas été formé. Nous, c'est pareil. Donc, si on n'a pas un niveau de compétence qui est au minimum égal à celui des clients, tout s'effondre. Et la vente est un métier extrêmement compliqué qui repose sur plein de choses à maîtriser. Et cette formation, elle ne peut pas être unique. Alors, moi, je pense qu'une formation distancielle, ce n'est pas une formation, c'est une information. On ne forme réellement qu'en présentiel. Le distanciel, c'est juste pour dire qu'on est là, et on l'a tous fait. Hein. Ce n'est pas une critique contre Eric, que c'est juste de l'information, mais qu'on ne forme pas les gens. On les forme avec des jeux de rôle en faisant répéter des choses en présentiel. Et que cette formation, elle doit être évolutive. On ne peut pas se former une fois en disant « je sais faire ce métier » parce qu'on est tous pareils, on décale, on désaxe, on sort du système. Et donc il faut en permanence que le conseiller, le patron, le manager reviennent en formation pour se faire recaler ou recadrer parce que on fait moins bien les choses, parce que, et comme dans le sport de haut niveau, s'il n'y a pas un coach qui vous regarde, ça ne marche pas. Et le dernier point, qui me semble fondamental dans la formation, c'est l'accompagnement sur le terrain. Je passe mon temps à expliquer aux patrons d'agence du réseau qu'ils doivent donner de leur temps pour aller voir leurs collaborateurs faire leur métier sur le terrain. Ils doivent les voir rentrer un mandat, négocier un prix, accompagner un acquéreur, closer une vente, et même prospecter, et ils seront étonnés par ce qu'ils verront, parce qu'ils ont formé en théorie à l'agence, et puis ils n'ont pas imaginé ce qui avait été compris par l'autre. Donc l'accompagnement terrain dans la formation est un élément essentiel de la réussite des gens et du service rendu aux clients. Et on va passer à l'enjeu de la cybersécurité, parce que quelque part, on voit bien digitalisation, dématérialisation, IA, réalité connectée, etc. On voit bien que le métier, même s'il va rester humain, physique, il va s'appuyer sur de plus en plus de dématérialisation. Se pose la question de la cybersécurité et peut-être demain, ça va être un enjeu fort. Olivier, si vous voulez peut-être vous exprimer.
Oui, alors Sur les crises du futur, peut-être, justement. Oui. Alors, c'est vrai que c'est un enjeu. Alors, c'est vrai que je ne sais pas comment on fait quand on est indépendant pour protéger à fond ces données. Parce que, en tout cas, nous, en tant que tête de réseau, ça nous coûte très très cher pour protéger les données de nos franchisés. Pourquoi? Parce qu'on a l'obligation d'anticiper les gros problèmes. Il y a pas longtemps, un très gros serveur très connu a cramé. Il y a eu des milliers d'entreprises qui ont été impactées en France. Ceux qui n'avaient pas de plan B, ils n'avaient pas de plan B. Bon. Heureusement, chez Nesten, on avait des plans B et des plans C. Ça nous coûte beaucoup d'argent, donc on anticipe les problématiques parce que plus vous traitez de la data, plus vous avez une obligation de la protéger, surtout pour vos franchisés, et effectivement de la rendre efficiente, bien évidemment, et utile. Mais il faut faire très attention à cette donnée. Donc typiquement, chez nous, on a des sociétés extérieures qui protègent, on duplique. Enfin, c'est vraiment... alors, c'est pas infaillible, hein, parce qu'on a des crackers qui sont très très forts dans le monde, mais on protège vraiment la data. On a aussi chez nous des gens qui travaillent, typiquement chez Nesten. Nous avons 4 webmasters développeurs qui sont au siège toute la journée. Ce sont des gens qui font que ça. Ils sont sur la data, ils sont sur le développement de produits, ils sont sur la protection des données. C'est un enjeu. Et effectivement, les agents immobiliers qui nous rejoignent, nous, on protège leur data. Voilà, on protège vos systèmes parce que votre protection, c'est aussi la protection collective. Et c'est un véritable enjeu qui, à mon avis, on le voit dans d'autres secteurs d'activité, qui devient, quand il y a un problème, une grosse problématique d'entreprise. Si, par exemple, vos annonces sont bloquées ou votre logiciel est bloqué, si vos données sont piratées, si d'un coup, vous ne voyez plus rien sur vos écrans d'ordinateur, c'est très, très compliqué pour notre activité. Donc effectivement, c'est un enjeu. Je sais pas, Laurent, vous voulez rajouter un point sur la cybersécurité? Non. C'est un enjeu qui n'est pas stratégique pour tout le monde, alors qu'il devrait l'être. Et qu'effectivement, il y a un risque de piratage ou de blocage. C'est Bouygues qui a connu ça, je crois, il y a 2 ans, où l'entreprise a été paralysée pendant plusieurs semaines et rackettée par des hackers. C'est l'image du gendarme et des voleurs, hein, donc on est en permanence en train de contrer les tentatives. On a la chance d'avoir une filiale qui s'appelle Naxos avec une 40aine de personnes qui travaillent sur le logiciel et qui en permanence font en sorte de vérifier que les différents points d'entrée sont sécurisés, que le système est fiable et sûr et pas attaquable. Après, encore une fois, gendarmes voleurs, en général les voleurs ont toujours un temps d'avance, on essaie de les rattraper, mais c'est important de s'y pencher. Là, je vois un petit peu... Eric, vous vouliez vous parler sur la cybersécurité? Non, effectivement, c'est un vrai enjeu, mais c'est toujours le problème de l'épée et de la cuirasse. Ça évolue tout le temps en permanence. Ce qui est sûr, c'est quand on est seul, on est désarmé. On ne peut pas faire les choses tout seul. Donc quand on fait partie d'un réseau, on est beaucoup plus outillé, on est beaucoup plus fort. Donc voilà, donc après, il y a plein de moyens de protéger effectivement nos données. Mais on sait aussi que même les plus grands se font pirater. Et voilà, donc si vous voulez, donc il ne faut pas non plus que ce soit une fatalité. Donc il ne faut pas dire de toute façon on va se faire pirater. Non, pas du tout. Donc il faut prendre énormément de mesures, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est toujours possible. Il faut avoir tout ça à l'état d'esprit. C'est pour ça qu'il faut effectivement faire partie d'une organisation et ne pas être isolé. Alors là, c'était une vision, on était sur l'agence, la vision de l'agent immobilier demain. Donc on voit bien des mots qui ressortent, donc professionnel, donc on a bien vu la formation a été essentielle. Polyvalent, c'est un peu en lien parce que il y a le développement du multiservice, mais on a vu, Laurent, que vous, ce n'était pas forcément votre vision. Déjà bien faire son métier en tant que spécialiste, et c'est là peut-être qu'il a voulu le rajouter d'ailleurs. Connecté, bien sûr, on va disponible et réactif. Alors ça, c'est assez intéressant, et on va peut-être s'y pencher côté client, d'accord, où le mot central, c'est la disponibilité. Mais l'agent de demain, il est proche des gens. Il est au contact de ses clients et, je l'ai dit tout à l'heure, il est disponible et surtout, il informe. Le point faible et l'élément le plus reproché à la profession, c'est l'absence de reddition de compte alors qu'on est payé en cas de résultat. Et à chaque fois que vous avez rentré un mandat et que pendant 15 jours, un mois et demi, on n'a pas informé le client qu'il ne s'était rien passé, on a fait une faute grave. Et cette profession souffre de cette incapacité à comprendre que c'est un métier de communication et que ce soit avec un acheteur ou un vendeur, il y a des moments importants et qu'il ne faut jamais oublier
quand il ne s'est rien passé, de le dire au client. Moins il se passe de choses, plus il faut l'appeler. Et ce qui est le plus terrible, c'est qu'en général, des tas de gens font très bien leur métier, ils font des tas de choses. Ils ont fait la relance du fichier acheteur, la visite marketing, ils ont emmené des clients alors que le client n'était pas chez lui, ils ont, et ils ne l'ont pas dit au vendeur. Et donc le vendeur pense quoi, lui? Qu'on n'a rien fait pour lui, alors qu'il y a eu plein de choses de faites. Et donc ce travail d'information permanent et de disponibilité, il est fondamental. Et sur la disponibilité, le digital permet au client d'accéder quand il le souhaite via son extranet aux informations sur la vente de son bien ou le logement qu'il a confié à l'agence en location. Donc c'est encore une fois l'agglomération des deux qui fera la différence. On n'aura pas un agent disponible 24 sur 24. C'est pas possible. En revanche, quand il est au bout de son téléphone, il doit répondre. Et puis encore une fois, plus que disponible, il doit informer de tout ce qu'il fait parce qu'il ne le dit pas aujourd'hui assez aux clients. Peut-être aussi là, on parlait d'intelligence artificielle ou de l'agent augmenté. Effectivement, le fait d'automatiser certains process va permettre de gagner en disponibilité. Je vois sur votre tableau, l'exclusivité ne devrait pas être une norme imposée par la franchise. On ne peut pas imposer. Non, je sais, c'est une la question, franchise. mais je sais très en bien revanche, ça. il y a dans cette salle des gens du fichier Amepi, là, qui sont des gens qu'il faut rencontrer parce que le fichier Amepi est une espèce d'outil qui permet d'augmenter son taux d'exclusivité et donc de moins dépendre de tous les autres. Et ce fichier Amepi, c'est peut-être l'avenir de la profession puisque on fait un métier de commerçant. Et un commerçant sans stock, il n'est pas vivant. Et moins il a de mandats, moins il est fréquenté, ce commerçant. Grâce au fichier Amepi, on a l'accès aux biens des petits camarades. Et puis on a surtout un argument, qui est l'argument imparable du vendeur qui dit « oui, mais je veux passer mon bien dans différents points de vente. » C'est qu'en me donnant votre mandat à moi dans le fichier, il sera accessible à 5, 10, 15, 20, 30 confrères. Donc la révolution, elle est là. Elle n'est pas dans l'imposition des choses. C'était une question un peu provocatrice. On ne va pas réimpenter le fil à couper le beurre et l'eau tiède. Ça marche vachement bien déjà. Et ce mandat exclusif, il est possible. On a des points de vente qu'on fait le choix du 100%, nous. C'est un choix compliqué. Parce que refuser un mandat, c'est un métier. C'est un métier, mais je pense que du coup, ça permettrait vraiment de travailler de façon beaucoup plus efficace. Plus que l'imposer. Olivier. Oui, on enfonce des portes ouvertes, mais la disponibilité, bien évidemment. Alors, nous, on a mis un chatbot. Alors, on n'était pas le premier chez Nesten à le mettre en place. Il y en a eu un autre avant nous. Et on n'y croyait pas trop au départ. On se disait, mais un chatbot, c'est-à-dire un petit robot, si vous allez sur nesten.com, qui va vous suivre. Et puis, vous êtes à la maison le samedi, le dimanche, le soir à 22h. Et puis, l'agent immobilier virtuel essaye de répondre au maximum de vos questions et surtout essaye de caler un rendez-vous, de prendre vos coordonnées, les coordonnées du client et effectivement d'apporter plus de business. Le résultat, c'est qu'il est très bon et c'est vrai que nous, on a eu des performances sur le chatbot qui sont très très bonnes. On le fait évoluer constamment parce que bien évidemment, c'est une intelligence artificielle et il faut effectivement s'inspirer des meilleurs. Donc, on a été aussi voir des sites hors immobilier, des sites très connus dans le monde qui ont mis en place des chatbots intelligents. Donc, ça fait partie d'une première disponibilité qu'on offre à tous les clients Nesten. Après, on a souhaité aussi pour nos vendeurs, parce qu'on s'est dit un vendeur, quand il a envie de vendre, enfin, je sais pas vous, mais quand moi j'ai envie de prendre un rendez-vous chez le médecin, je passe pas des heures à appeler tous les docteurs de la commune. Je vais chez Doctolib, je me mets sur le site, je prends le rendez-vous quand je veux, quand j'ai envie, et je vais voir mon médecin généraliste. On a dit chez Nesten, si on faisait la même chose. Donc aujourd'hui, tous les mandants, les futurs vendeurs, peuvent aller sur le site Nesten et ils vont dans la partie vendre. Ils ont d'ailleurs, on parlait d'exclusivité, mais l'ensemble de notre offre de service à disposition, comme ça tout est clair. Et surtout, ils peuvent prendre un rendez-vous directement en ligne. On est samedi, on est dimanche, avec l'agent immobilier Nesten. Et ça, ça rejoint un petit peu la thématique que l'on évoquait tout à l'heure. Le client a besoin qu'on l'aide, qu'on lui facilite la vie. Donc disponibilité, oui, avec ces deux principaux outils qu'on met à disposition chez nous. Eric. Oui, disponible, évidemment. Je dirais, pour moi, c'est une évidence. Donc c'est même pas une question. Si on est dans l'humain, on se préoccupe de son client, on a intérêt à le faire et on doit le faire parce que c'est notre travail. Forcément, on est disponible. Pour moi, quelqu'un qui n'est pas disponible, c'est une aberration. Un professionnel qui n'est pas disponible, c'est inenvisageable. Donc oui, il faut être disponible. Utiliser la technologie aussi pour améliorer cette possibilité de disponibilité. Évidemment, dans les grands réseaux, vous avez tous les outils
on a tous les outils qui permettent de le faire. Alors Oui, voilà. sauf que dans les représentations des gens, c'est le mot qui venait le Oui. plus dans les attentes. Mais Ça veut dire vous que avez ça raison. ne l'est pas encore. Donc mais c'est voilà. pour ça qu'effectivement, l'exclusivité permet de ne pas travailler pour rien. Donc sélectionner un petit peu sa clientèle, savoir dire non à un mandat, ce qui est, j'imagine, très compliqué. Alors exactement, exactement. Donc être disponible, effectivement, c'est encore une fois, ce lien, il est réciproque. C'est-à-dire vous êtes disponible, mais en même temps, vous me permettez de travailler efficacement. Vous voyez, c'est un échange. C'est que moi, je m'occupe vraiment de votre bien, mais vous me donnez aussi cette possibilité de m'occuper vraiment de vous. Donc vous me donnez l'exclusivité, me confiez l'exclusivité, et je dois être au niveau de votre confiance. C'est-à-dire que si jamais je ne fais pas ce qu'il faut, si jamais je ne suis pas au niveau, et chez ERA, vous avez la possibilité, avec un engagement de service, de résilier par anticipation le mandat. Effectivement, beaucoup de gens font ça. Aujourd'hui, c'est assez courant. Donc ça veut dire que ça scelle la confiance et ça permet à quelqu'un de dire, bah oui, si ce que vous me dites n'est pas vrai, je vous dégage, en gros. Laurent, et puis après, il va falloir qu'on termine. Plus que disponible, il y a une histoire de considération. Et cette considération, elle est souvent très, très, très légère en fonction du statut du client. Si vous prenez il y a une espèce de chaîne alimentaire dans l'immobilier qui veut que vous avez en haut notaire, ensuite promoteur, ensuite l'adébiste et ensuite le transactionnaire. Et les clients ressentent parfaitement leur statut. C'est-à-dire que vous avez tout en bas de la chaîne alimentaire le locataire, qui est une espèce d'usager à qui on consent parfois à dire bonjour, mais qu'on rappelle quasiment jamais, parce qu'il n'y a pas de location, donc on ne va pas le rappeler, on n'a pas que ça à foutre non plus. Le problème, c'est qu'un locataire, il trouve son logement, puis un jour, il devient un acheteur potentiel, et que malheureusement, il a une bonne mémoire. Vous avez ensuite l'acquéreur. L'acquéreur, c'est un client qui est un peu plus intéressant, parce qu'il peut payer une commission conséquente. Au-dessus, vous avez le vendeur. Lui, le vendeur, il commence à être intéressant, parce qu'avec l'exclu, on le maîtrise bien. Et puis au-dessus, vous avez le roi lion, le bailleur. Le bailleur, c'est le client absolu qui est au-dessus de tous les clients. Et les clients qu'on interroge ressentent parfaitement cette différenciation de considération entre le roi lion et puis le petit poussin en bas qui est le locataire. Donc il faut être super vigilant parce que les gens ont une bonne mémoire, malheureusement. Et donc le locataire qui est maltraité, quand il veut acheter, il ne passe pas par nous, et quand il revend non plus. Et donc il faut refaire tout le travail de séduction qu'on a raté au début. Et un locataire, bien sûr qu'on n'a pas des portefeuilles suffisants pour louer des biens à tout le monde, mais un petit coup de téléphone, un petit mail pour dire bonjour, comment ça va ? On a pensé à vous, on n'a rien, mais voilà, on est désolé. Ça ne coûte rien du tout. C'est un coup de téléphone qui fait que le locataire, il s'en considéré. Et puis après, vous avez dans l'informatique des systèmes qui permettent de paramétrer des relances automatiques qui font qu'il faudrait être trop bête pour ne pas les utiliser et faire en sorte que le locataire, il ait le sentiment d'un tout petit peu compté dans l'histoire, quoi. Mais si on commençait par travailler ceux en bas, là, je garantis qu'on aurait plus de parts de marché. Ok. Bien, je crois que notre temps est écoulé. Moi, ce que je retiens effectivement, c'est que déjà, ça va faire déjà la base du métier, du savoir-être déjà, des compétences après techniques, effectivement, d'adopter cette orientation client, c'est-à-dire que quel que soit le client, on doit être à sa disposition, à son service. Donc ça, c'est super important. Je vois effectivement la force donc, de la franchise ou des réseaux, parce qu'il y a d'autres modèles que franchisés. C'est ces synergies d'apprentissage, déjà, de best practice qui remontent. Et puis surtout ce qui a été dit, et c'est le cas sur toutes les j'allais dire les clusters en général, c'est de ne pas se sentir seul, de partager, et surtout quand ça va mal. Ça, c'est une force vraiment importante. Après, effectivement, il y a tous les investissements qu'il faut faire dans les outils digitaux. On voit bien la montée en puissance de l'intelligence artificielle, de son rôle à l'avenir. Et là aussi, ça veut dire partager ces données. Donc, j'allais dire même, c'est mettre en commun. Peut-être que aussi on comprend l'importance parfois d'être adossé à des groupes plus grands pour avoir aussi une stratégie ensemble qui peut servir la profession. On voit bien aussi, alors c'est vrai que c'est émergent, mais effectivement quand on accélère la transformation digitale, quand on parle du numérique, le premier risque aujourd'hui des entreprises en termes de coûts, c'est le risque cyber. Et c'est vrai que là, il y a une accélération, ça va se faire. C'est vrai que l'immobilier, c'est peut-être pas encore les cibles des hackers.
si ça commence, mais voilà, ça risque de coûter assez cher. Et il y a une réflexion vraiment à faire là-dessus. En tout cas, ben voilà, merci beaucoup, Eric, Olivier, Laurent, pour ces échanges. Vive la Et franchise. merci. Merci. Merci à tous.